Bonjour, Benjamin Matuszewski, je suis chargé de recherche et développement dans l'équipe Interaction Son Musique Mouvement à l'IRCAM et j'ai soutenu ma thèse en esthétique, sciences et technologies des arts à l'Université Paris 8 sous la direction d'Anne Cédès. Donc je vais vous parler de systèmes musicaux distribués basés sur les technologies web qui nous permettent donc d'envisager de nouveaux paradigmes d'interaction musicale. Voilà, donc juste pour repréciser quelques concepts, ce qui vient un peu d'être fait, mais bon, reprenons. Les systèmes distribués, ce qu'on entend par là, donc c'est un ensemble d'ordinateurs et dont des smartphones ou des dispositifs embarqués qui sont reliés en réseau et qu'on considère comme faisant partie d'un tout cohérent, enfin qu'on perçoit comme un tout cohérent du point de vue de l'utilisateur. C'est pas l'unique définition, mais c'est celle qu'on retient. En tant qu'interaction collective, ce qui nous intéresse ici, c'est à la fois les interactions entre les machines, mais aussi les interactions entre les personnes et les machines, et les interactions entre les personnes médiées par les machines. Et enfin, nous, ce qu'on fait généralement, c'est des dispositifs qui sont colocalisés, donc qui sont dans une unité lieu et de temps. Et là-dedans, on s'inscrit vraiment dans une tradition de spectacle vivant, quoi. Juste pour donner une petite historique, donc ce projet de recherche, c'est vraiment ancré et dans la continuation d'un projet de recherche qui a été porté à l'IRCAM par Norbert Schnell, qui s'appelait Cosima. Et juste pour vous donner un petit exemple d'une pièce qui a été créée à Audio Mostly à Londres en 2018. Donc ici, l'instrumentiste est enregistré en permanence par le système via un microphone, et à partir de cet enregistrement, on crée des petits samples de quelques secondes qu'on renvoie sur les téléphones des gens de manière dynamique, et qui sont ensuite rejoués dans un synthétiseur qu'on appelle, en particulier, qu'on appelle un synthétiseur granulaire. Voilà. Ah, je n'ai pas le son. Il y a un câble. Pardon. Donc là, ce qu'on entend, c'est vraiment le halo granulaire qui est créé par les téléphones. Donc pour mettre en place ce système, les technologies web ont pas mal d'avantages, à savoir que c'est vraiment très simple à déployer, que tout le monde a en particulier via les téléphones portables, tout le monde a accès à un navigateur maintenant, donc on peut juste accéder à une page web à travers ce navigateur, ce qui nous permet donc de créer, comme vous l'avez vu, des réseaux de haut-parleurs vraiment ad hoc et très dynamiques, donc on peut étendre potentiellement à un très grand nombre, étant donné un Wi-Fi qui tient la route. Et ce qui donc nous permet d'explorer vraiment très simplement beaucoup de situations d'interaction et de nouvelles situations de concert. Par contre, du coup, cette facilité vient aussi avec pas mal d'enjeux et de problématiques que je traite encore aujourd'hui, du coup. C'est à savoir que c'est des systèmes très complexes du fait juste de la multitude des appareils, et en particulier quand on est dans une situation de travail créatif, donc, et typiquement un artiste, un designer ou un chercheur qui cherche à s'approprier ce système, comment on fait quand on est tout seul face à 50 appareils et qu'on veut les manipuler pour produire ce qu'on veut, quoi. Ce qui est une question toujours assez ouverte. Donc, pour donner un peu le cadre méthodologique dans lequel on se situe, c'est vraiment un cadre qui est un peu transdisciplinaire, et c'est vraiment un choix qui vient faire discuter beaucoup d'aspects, donc à la fois des aspects technologiques, ça c'est sûr, mais aussi des aspects de design, de conception, et qui sont mis en œuvre dans beaucoup de collaborations pour re-questionner les développements et les aspects théoriques, et tout ça dialogue vraiment de manière très très dynamique. Voilà. Donc juste pour vous donner un rapide exemple un peu de cette méthode de travail, c'est une application, donc Como, qui est
une application qui sert à faire de l'apprentissage machine interactive pour le geste et plus spécifiquement pour créer des mappings entre le geste et le son. Et j'ai une petite vidéo qui va être plus parlante que tous mes discours. Donc là, avec quelques exemples, on peut apprendre au système à reconnaître des mappings gestuels. Et par ailleurs, le modèle est distribué sur tous les appareils connectés au réseau, ce qui permet de tout de suite créer potentiellement un petit orchestre, quelque chose comme ça. Et donc là, c'est un peu une frise. Bon, j'ai emprunté ce terme phylogénèse à la biologie, mais je trouve que c'est assez parlant et peut-être intéressant. En tout cas, qui montre que c'est vraiment un système qui est en constante évolution, qui vient être questionné en permanence par des projets, par des gens qui se l'approprient d'une manière à laquelle on n'avait pas forcément pensé, et qui donc nous permet de réinjecter des connaissances en fait dans l'application. Et deux rapides exemples. Donc un exemple plutôt côté scientifique. Donc c'est une application qui a été utilisée dans un cadre de recherche en psychologie, on va dire, où l'idée là c'était d'enregistrer des groupes d'enfants et d'enregistrer leurs gestes pour essayer de caractériser un petit peu comment des enfants qui pratiquent la musique en groupe, donc ici dans le cas des orchestres Demos de la Philharmonie, acquièrent des compétences particulières en synchronisation, en fluidité du geste ou que sais-je. Et donc là, le système nous permet d'enregistrer tous les capteurs d'une vingtaine de téléphones portables et de manière synchronisée, ce qui nous permet ensuite de comparer les données. Et dans l'autre sens, un cas vraiment résolument artistique, c'est un ensemble de pièces qui a été créé par la compositrice Michèle-Agnès Magalès, qui s'appelle Constellation, lors de 2 résidences à l'IRCAM, où elle a vraiment utilisé le système du coup, dans un contexte vraiment créatif. Mais si tu veux connaître le son entier, il faut toujours bouger un peu. Là, tu vas connecter. Comme si on était un seul corps et on était. Donc, à partir de là, enfin, un autre aspect de ma recherche qui est encore en cours d'ailleurs, ça vient un peu, là vous avez beaucoup d'exemples avec des téléphones portables où c'est vraiment un détournement du téléphone parce qu'on utilise très peu l'écran, c'est vraiment un moyen d'avoir un petit ordinateur muni d'enceintes, de capteurs divers qui est assez utile. Et du coup, l'idée c'était d'aller un peu jusqu'au bout du truc en intégrant donc, dans ces systèmes très web aussi des éléments qui viennent plutôt, qu'on va appeler Internet des objets ou Web des objets. Et donc là, c'est des systèmes que j'ai basés sur des cartes Raspberry Pi, donc qui sont des petits ordinateurs qui font la taille de peut-être deux cartes de crédit. Et les opportunités que ça ouvre, c'est que c'est potentiellement beaucoup plus simple à manipuler donc en situation de travail, parce que c'est des systèmes beaucoup plus ouverts que des téléphones, donc on peut vraiment les contrôler à très bas niveau. Et donc ça nous permet de travailler dans des conditions plus réelles. Et aussi, comme c'est des systèmes ouverts aussi au niveau matériel, ça nous permet d'imaginer ajouter de nouveaux capteurs, des capteurs de lumière, de température ou quoi que ce soit, et aussi des actuateurs. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai travaillé avec des transducteurs de surface qui ne seraient pas possibles techniquement avec un téléphone portable. Ou ce serait possible, mais de toute façon, il faudrait instrumenter le téléphone. Moi, j'ai développé ça dans une installation que j'ai développée pendant ma thèse, qui a été créée au Festival Réservoir en Allemagne en 2019. Où là, c'est les petites boîtes que vous voyez en bois. Là, c'est des boîtes complètement autonomes où il y a une batterie, un ordinateur, un transducteur de surface, une carte son aussi. Et
Et l'idée, là, c'était vraiment de jouer aussi avec l'idée d'interaction en revenant à l'interaction la plus simple qu'on puisse imaginer, à savoir prendre quelque chose et le poser un peu plus loin. Donc voilà, tout était passé là-dessus. Et également, donc c'est ce projet, alors j'ai eu la chance que ce projet était vraiment énormément nourri par une production pour le Centre Pompidou, donc à travers l'installation Biotope de Jean-Luc Hervé, où assez tôt finalement dans le développement, il y a eu l'occasion de travailler sur cette installation et qui a vraiment fait beaucoup avancer le projet. Et juste quelques minutes, donc l'idée là, c'est que les boîtes sont vraiment cachées dans les murs de l'exposition. Et elles sont donc avec chacun des agents a un peu un capteur de distance qui lui permet de capter la présence des gens dans l'espace et de réagir en fonction de la présence des visiteurs. Donc là, ça va réagir bientôt. L'idée, c'est vraiment de recréer un espèce d'écosystème un peu vivant. Et bon, tout ça, c'est aussi accompagné d'énormément de développements logiciels sur lesquels je vais vraiment pas m'attarder, mais ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un environnement qui est assez cohérent et qui nous permet maintenant de pouvoir vraiment, à assez brève échéance, j'espère, pouvoir envisager un environnement très très dynamique pour développer des applications créatives dont on sait par définition pas ce qu'elles doivent faire avant de l'avoir fait. Voilà. Et si on a encore un peu de temps, ouais, du coup, si vous voulez bien sortir vos téléphones portables. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est bon, donc ça fonctionne. Si.
Merci. Et je n'ai pas précisé, les sons là, que vous avez entendus ont été créés par Garth Payne pour une pièce qui s'appelle Future Perfect. Donc, il est responsable de la qualité sonore et je suis responsable de la mauvaise conduite musicale. Bien, merci beaucoup pour cet exposé et cette démonstration. On a quelques minutes pour quelques questions avant de se quitter. Bonjour. Je me demandais, la précision qu'il fallait pour la synchronisation, c'est de l'ordre de la milliseconde. Est-ce qu'il faut quelque chose de très précis ou pas ? Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question. Là, typiquement, il y a très peu de synchronisation parce que c'est des nappes et que c'est pas très important. Musicalement, ça dépend des instruments. Pour une percussion, quelques millisecondes, ça peut s'entendre. Pour un violon, ça peut être beaucoup plus long. Donc voilà, il n'y a pas... Bon, je crois qu'on considère en informatique qu'au-delà de 30 millisecondes, en général, c'est quand même pas génial. Ici, ce qu'on a, c'est une synchronisation d'horloge qui est à quelques millisecondes. Par contre, ce qu'on ne contrôle pas encore, c'est la latence audio, du coup, et là, qui peut être très très grande. Du coup, pour l'instant, on n'arrive pas très bien à synchroniser dans un parc hétérogène, quoi. Si on n'a que des appareils homogènes, on peut synchroniser, faire des choses rythmiques. Mais dans la vraie vie, ça arrive peu. Donc, mais c'est quelque chose qui devrait être, c'est spécifié, donc on devrait pouvoir le faire d'ici une année ou deux, normalement. Sans problème. Bien. D'autres questions ? Oui, je voulais savoir pourquoi le choix de la synthèse granulaire pour ce projet-là. Pour quel projet ? Celui-là ? Oui, pour celui-ci, oui. Celui-ci, il y a beaucoup de types de synthèse. Il y a une synthèse granulaire. Il y a cette interface là où il y avait tous les points. En fait, c'est juste un player, mais qui va jouer le son à travers les téléphones, mais tout le temps en essayant de garder la continuité du fichier son. Et la dernière interface, c'est vraiment du trigger de sample très simple. Et pourquoi ça, c'est pas moi qui ai décidé, parce que c'est une application qui a été faite pour Garth Payne, et il voulait de la granulaire. Et la granulaire, c'est très bien. Était aussi un peu plus techniquement. La synthèse granulaire, c'est quand même une synthèse qui est assez intéressante au niveau de la consommation de ressources. On peut faire beaucoup de choses. C'est très malléable et ça consomme très peu de ressources, donc c'est intéressant, surtout sur des téléphones où on n'a quand même pas, a fortiori dans un navigateur, on n'a pas accès à toutes les ressources non plus du téléphone. Donc c'est un bon synthé pour ça, quoi. Ok, peut-être une dernière question. Ici. J'imagine que dans cette démo, là, on n'était pas localisé dans l'espace. Non, mais alors, là, c'était pour une question de temps. En fait, on pourrait demander aux gens de dire... Alors, c'est une localisation à la louche, on va dire. Mais là, les points qu'on voit, on a aussi une interface où on demande aux gens leur position approximative dans la salle. On demande aux gens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire se déplacer et utiliser ça, en fait. Non. Pas dans cette... Qu'est-ce qu'il faudrait, parce que c'est quand même vraiment intéressant d'avoir la position dans l'espace à tout moment. Qu'est-ce qu'il faudrait... On peut jouer dessus après. C'est une vaste question, oui. On pourrait, ça demanderait beaucoup d'instrumenter. Je ne suis pas spécialiste de la localisation des personnes dans l'espace, mais de ce que j'en sais, c'est que c'est en général techniquement très très compliqué, que ça marche pas très très bien, et que du coup, dans une situation de concert, c'est quand même très difficile à mettre en œuvre, quoi. Ok. Y a-t-il une dernière question ou est-ce qu'on peut conclure à ce stade ? Bon, en tout cas, je vous propose de remercier donc notre deuxième conférencier, deuxième lauréat une seconde fois.